bienvenue dans le 19h. Voici les titres de l'actualité. 60 saisons se sont écoulées depuis la présentation du manifeste historique de l'indépendance, le 11 janvier 1944, une date mémorable qui incarne une parfaite symbiose entre le glorieux trône alawite et le mouvement national, évocation dans un instant. Nouvelle séance d'écoute de la commission spéciale sur le modèle de développement. Au programme ce samedi, une réunion avec les représentants de 6 partis non représentés au Parlement. Et à Bnimlal, portrait d'une passionnée de parachutisme, Fatem Zahra, une amatrice des sensations fortes, qui partage sa passion avec de nombreux parachutistes venus spécialement s'essayer à cette pratique sportive. Mais avant tout cela, Sa Majesté le roi Mohammed VI a adressé un message de condoléances et de compassion au sultan de Haytham Ben Tariq Ben Taimour suite au décès de Sa Majesté le sultan Qaboos Ben Saïd Ben Taimour. Dans son message, Sa Majesté le roi souligne notamment qu'avec le décès du sultan Qaboos, le sultanat d'Oman et la Oumma arabe et islamique ont perdu un grand et sage leader qui a réalisé à son pays une renaissance globale et d'importants acquis économiques et politiques, ce qui a permis au sultanat d'Oman d'occuper une place privilégiée au niveau arabe, régional et international et de jouer un rôle agissant dans la consolidation de la solidarité arabe et islamique ainsi que dans la consécration du dialogue, de la paix et de la modération. Le sultan d'Oman Qaboos Ben Saïd, décédé hier soir à l'âge de 80 ans, a été enterré aujourd'hui au cimetière de la famille royale au gouvernorat de Masqat. Les funérailles se sont déroulées en présence notamment du sultan Haytham Ben Tariq Ben Taimour et des membres de la famille royale. Comme ce jour, en 1944, le manifeste de l'indépendance a été présenté par les figures de proue du mouvement national, selon un pacte avec le roi libérateur Sa Majesté Mohammed V, une étape déterminante dans l'histoire contemporaine du royaume. Nous en commémorons aujourd'hui donc le 76e anniversaire et à cette occasion, Sa Majesté le roi Mohammed VI a bien voulu accorder sa grâce à 265 personnes condamnées par différents tribunaux du royaume. Les bénéficiaires de la grâce royale qui sont en détention sont au nombre de 204 détenus et se répartissent comme suit. Remise de la peine d'emprisonnement ou de réclusion au profit de 204 détenus. Les bénéficiaires de la grâce royale qui sont en liberté se chiffrent à 61 personnes avec grâce sur la peine d'emprisonnement ou son reliquat au profit de 12 personnes, grâce sur la peine d'emprisonnement avec maintien de l'amende au profit de 4 personnes et grâce sur la peine d'amende au profit de 45 personnes. En cette glorieuse occasion, Sa Majesté le roi a bien voulu accorder sa grâce à 8 détenus condamnés dans des affaires de terrorisme et ayant participé à la 5e édition du programme Réconciliation Moussalaha. Cette bienveillance royale à l'égard de ces détenus intervient en réponse aux demandes de grâce que les concernés ont soumis au souverain et qui n'ont obtenu l'approbation royale qu'après avoir officiellement révisé leurs orientations idéologiques, rejeté l'extrémisme et le terrorisme, exprimé leur attachement aux constantes et aux sacralités de la nation. En pareil jour donc, d'il y a 76 ans, le 11 janvier 1944, c'était la présentation d'un document historique, le manifeste de l'indépendance, une belle incarnation de la symbiose qui caractérise les liens entre le glorieux trône alawite et le mouvement national. Ce document a été un tournant décisif dans la lutte pour la liberté. Le message était « on ne peut plus clair ». En finir avec le protectorat et entamer la phase de revendication publique de l'indépendance et de la souveraineté nationale. Mohamed Aït évoque pour nous cette épopée. Il y a de ces moments dans l'histoire des peuples où le temps semble s'arrêter. Nous sommes dans les années 40 du siècle dernier. Le Maroc se trouvait sous l'emprise du colonialisme depuis 3 décennies déjà. Mais une lueur d'espoir pointait un 11 janvier 1944 du patio de ses demeures au cœur de la capitale spirituelle du royaume, Fès. Aujourd'hui encore, quand vous êtes dans cette maison d'Ahmed Mkwar, le moment historique vous envahit vos sens. Toutes ces figures du mouvement national de l'époque qui discutaient, débattaient, s'accordaient, puis rédigeaient et signaient un manifeste qui fera date, un manifeste qui fera histoire.
J'ai été chargé, moi et mon ami Sib Bahnini, que Dieu ait son âme, et en présence de l'Hajj Omar Tazi, de rédiger en arabe et en français le manifeste de l'indépendance et de l'envoyer par l'intermédiaire de Feu Omar Ben Abdeljdil à Feu Sa Majesté le roi Mohammed V pour approbation. Le manifeste du 11 janvier 1944 signera le début de la fin de l'époque coloniale. Face à la répression, le peuple marocain oppose une résistance farouche. Dressé comme un seul homme derrière le sultan Sidi Mohamed Ben Youssef, les événements s'accéléreront. Feu Sa Majesté Mohamed V se rend notamment à Tanger en 1947 pour revendiquer l'indépendance du Maroc. Ce sera ensuite l'exil forcé à Madagascar et enfin le retour triomphal du père de l'indépendance en 1955. Tout ce que nous vivons aujourd'hui a pour point de départ la revendication de l'indépendance. Nous vivons indépendants, libres de toute emprise étrangère sur le Maroc. Le manifeste événement marquera un tournant entre l'époque coloniale et celle du Maroc indépendant, car il a constitué le véritable début de la fin du colonialisme. Les 2/3 des signataires du manifeste ont moins de 40 ans. Une vingtaine de signataires ont même moins de 30 ans. À l'université, les historiens de demain font de l'événement leur matière de recherche académique. L'événement se trouve toujours au centre d'intérêt des académiciens et des chercheurs, à travers des études et des recherches qui y sont consacrées. Une page glorieuse de l'histoire du Maroc que les académiciens qualifient d'épopée historique, d'une réelle symbiose entre un peuple et un trône, une leçon de l'histoire. Les consultations de la commission spéciale sur le modèle de développement se poursuivent depuis une dizaine de jours maintenant. Aujourd'hui, la commission a tenu une réunion avec les représentants de 6 partis non représentés au Parlement. Le Parti Union marocaine pour la démocratie, le Parti de la liberté et de la justice sociale, le Parti El Amal, le Parti des néo-démocrates, le Parti du centre social et le Parti Al-Nahda. Et Madame Smir Emery Messi pour le développement. Une classe politique engagée, désormais orientée action. Les représentants de ces partis posent les jalons de ce qui contribuerait à la réflexion menée pour l'élaboration d'un nouveau modèle de développement, le regard tourné vers une nouvelle ère de réforme. C'est un projet national qui nécessite une mobilisation générale. Les Marocains ont démontré à travers le temps leur adhésion effective et enthousiaste aux grands chantiers engagés par le pays. Qui dit développement, dit création de richesse, une richesse essentiellement générée par l'entreprise, d'où la nécessité de valoriser les performances des PME à l'échelle nationale. Aussi, nous insistons sur la consécration dans le nouveau modèle de l'identité et de la culture marocaine, en plus de s'intéresser aux compétences des éméreux qui se sont affirmés dans les pays d'accueil en vue de les impliquer dans toute œuvre de développement. L'entreprise est une locomotive de développement, est un vivier d'emploi. C'est la solution à tous les problèmes de chômage et de transition vers un nouveau chapitre. Un modèle où l'entreprise est érigée au premier rang. Lumière a aussi été faite lors des séances d'écoute sur le poids des secteurs qui amplifient les inégalités sociales au lieu d'être un facteur de développement. Nous aspirons à un état d'insécurité
où règne la prospérité, capable de créer les richesses et de satisfaire les besoins de ses citoyens. La priorité devra être accordée aux secteurs sociaux. Il faut rompre avec l'approche de bienfaisance et adopter plutôt une approche de droit. La régionalisation avancée doit être repensée en fonction des enjeux actuels. Il faudra se pencher sur la concrétisation de ce chantier et le mettre au service de la population. Des approches à repenser, des méthodes et des systèmes de gouvernance appelés à évoluer. Mais au-delà des entretiens, première étape clé amorçant ce chantier de réforme, les partis s'attardent sur la prochaine étape, celle de l'exécution. Il est nécessaire de mettre en place un mécanisme qui accompagne l'exécution du modèle de développement. Un chantier dont le citoyen est l'élément central. Il faut pointer du doigt les défaillances du modèle actuel en matière d'éducation, de santé, de justice, sans oublier l'emploi. On ne peut pas faire d'un chômeur un acteur de développement. L'arsenal juridique est suffisant pour accomplir les progrès et aboutir à la réforme escomptée. C'est l'exécution qui fait défaut dans le modèle actuel. La responsabilité incombe à l'ensemble des structures et forces vives de la nation. Nous souhaitons qu'à l'issue de ces réunions, la Commission affichera une position concrète et résolue. 11 jours intenses de consultations, débats et propositions où chaque parti politique a fait part de sa vision de ce qui ferait le Maroc de demain. Une démarche bientôt déclinée sur le terrain où la parole sera donnée aux citoyens. À l'international, net rejet par le Parlement tunisien du gouvernement proposé par Nahda. Un coup dur pour le parti d'inspiration islamiste. Les négociations étant désormais entre les mains du président Kais Saïed qui doit trouver un nouveau Premier ministre. Au terme de plus de 12 heures de débat et d'un marathon de négociations de dernière minute, le Parlement a clairement rejeté hier dans la nuit le cabinet proposé par Nahda par 134 voix sur 219. Spectaculaire volte-face. 3 jours après le crash de l'avion d'Ukrainian Airlines, l'Iran présente ses excuses pour avoir abattu le Boeing 737 par erreur, tout en pointant la responsabilité de l'aventurisme américain dans ce drame qui a fait 176 morts. Le président iranien Hassan Rouhani a affirmé que l'enquête interne des forces armées a conclu que de manière regrettable, des missiles lancés par erreur ont provoqué le crash de l'avion ukrainien, parlant d'une grande tragédie et d'une erreur impardonnable. Les forces armées iraniennes ont expliqué dans un communiqué de leur état-major que l'appareil a été pris pour cible hostile. Le Premier ministre canadien Justin Trudeau a réclamé de la transparence pour une enquête complète et approfondie. Et pour sa part, le président ukrainien a réclamé la punition des coupables et le versement de compensations. L'aide humanitaire transfrontalière de l'ONU en Syrie reconduite à minima. Hier soir, le Conseil de sécurité a voté en faveur d'une extension de l'aide pour une durée de 6 mois. Une aide drastiquement réduite au terme de semaines de tractation. Le renouvellement de l'aide contribue à éviter une famine dans les camps de déplacés, notamment dans la localité d'Idlib. Les craintes d'une nouvelle catastrophe humanitaire ont été ravivées ces dernières semaines par une nouvelle escalade des violences. Retour ce soir à Bni Mellal pour parler de nouveau d'une pratique sportive qui séduit les amateurs des sensations fortes, le parachutisme. La plateforme de l'aéroport Oulad Yaïch est fréquentée en cette période d'hiver par de nombreux parachutistes professionnels et amateurs. Fatem Zahra vient de Casablanca chaque week-end, spécialement pour s'exercer à cette activité sportive qu'elle a découverte en 2014. Voici son portrait avec Omar Jlaidi et Bob Ben Rabrit. Ce sont des sensations extrêmes avec une grosse envie d'adrénaline. C'est l'expérience vécue par Fatem Zahra en 2014 avec un premier saut en tandem. Après une dizaine de sauts, c'est la grande aventure. Le parachutisme, en gros, c'est un sport qui m'a toujours intrigué. C'est quelque chose que je voulais toujours faire. Et parce qu'en fait, c'est un mix de sensations, de peur, d'excitation, de maîtrise surtout. Et voilà, du coup, le premier saut, je l'ai fait en 2014 et aujourd'hui, en fin 2019, je me suis dit 2020, ça va être une année quand même assez différente. Une expérience inoubliable. Face à l'inconnu, le saut devient rapidement un hobby. C'est un sport vraiment qui est très
passionnant et ça nécessite vraiment un cœur et un courage et une maîtrise et une confiance en soi. Parce que si on n'est pas confiant, si on sait pas à quoi on s'affronte, le corps en fait il suit pas. Donc c'est un sport qui s'articule principalement à hauteur de 80% psychiquement et à 20% tous les débriefs, tous les leçons que tu apprends là sur place. Le bruit des moteurs la motive davantage. Fatem Zahra ne compte pas s'arrêter là. Je suis en train de travailler pour avoir mon brevet B. J'essaie de faire des figures, des roulades en avant, roulades en arrière, des tonnades. Cette sensation de légèreté, Fatem Zahra la ressent à chaque saut. En plus, le spectacle vu d'en haut est incomparable. C'était le mot de fin de cette édition. Merci à vous de nous suivre. L'info est de retour à 21h en compagnie de Mohamed Radel Abidi. Et demain à 19h, c'est Nesrine Avzda que vous retrouvez dans le week-end.